Bonjour à tous et bienvenue encore à une animation scientifique d'EcoFog. C'est la première de cette année. Non, 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 on a eu peut-être une avant. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Julien Bonnier, qui est doctorante avec nous au laboratoire de génétique. Donc voilà, on a commencé ton aventure avec toi en 2021, avec ton master, et ta thèse en 2022. Et ça s'est passé un peu trop vite. Mais dans ces 3 ans, tu as eu le temps de produire 2 papiers publiés et 2 papiers soumis. Et bon, on n'aura pas ta soutenance de thèse ici, ça sera à Bordeaux en décembre. Mais voilà, je voulais quand même qu'il fasse une présentation ici à Ecofog. Euh, et voilà, ben, je sais pas, c'est presque la fin de ton séjour et c'est un peu émouvant. En tout cas, voilà, c'est avec un énorme plaisir que je vous présente Julien Bonnier. Et voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Bon, j'ai plus besoin de m'introduire. Du coup, je pense que je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, effectivement, je suis à la fin de ma thèse et c'est un début de soutenance, on va dire. C'est pas vraiment complet, mais je vais vous présenter une overview générale des résultats majeurs que j'ai obtenus durant ces 3 années passées. Donc, ma thèse s'intitule Ressources de bois durables en Guyane française, caractérisation génétique et orientation pour la gestion. Elle s'est déroulée du coup entre le laboratoire Ecofog et Biogéco à Bordeaux. Et elle a été encadrée par Myriam Yertz et co-encadrée par Niklas Tisklin, Stéphane Tressac et Olivier Bruno. Donc, rentrons directement dans le vif du sujet, un peu de contextualisation au niveau de la géographie de cette thèse. Donc, je pense que vous connaissez tous les principales informations. La forêt guyanaise a une forte diversité. On estime qu'il y a plus de 2200 espèces d'arbres en Guyane française. Et cette diversité est notamment due à une forte variabilité de l'environnement en Guyane. Donc, par exemple, on voit la carte de la pluviométrie annuelle en Guyane qui varie de l'est à l'ouest et au niveau de l'intérieur des terres, mais aussi on a une carte des habitats forestiers qui a été définie par des caractères géomorphologiques, qui est assez variée et diversifiée, qui est une des raisons en fait de cette forte diversité en Guyane française au niveau des espèces d'arbres du moins. Au niveau du contexte socio-économique pour la Guyane française, donc on voit que c'est une zone en forte croissance démographique. Cette croissance diminue progressivement depuis ces dernières années, mais les 20 dernières années, il y a eu une très forte croissance démographique. Cette croissance se traduit par des besoins de construire des infrastructures pour le logement ou d'autres types d'infrastructures comme le hall sportif de Papa-Icheton, mais aussi des besoins en énergie. Donc, on peut prendre pour exemple la centrale biomasse de Petit-Saut qui a été construite assez récemment. Donc, ces infrastructures-là nécessitent des produits venant de la forêt et de notamment du bois. Et on a donc une forte demande en bois qui est de plus en plus croissante chaque année. Donc, on peut citer un objectif du programme régional de la forêt et du bois qui est de 2200 mètres cubes en 2029, qui est presque triplé la production actuelle de bois. Il y a aussi des objectifs de diversification des essences et de plantation pour répondre à cette forte demande. Au niveau de la gestion forestière, donc, il faut savoir que l'ONF gère une partie qui s'appelle le domaine forestier permanent, qui est réparti en 3 zones distinctes avec des législations différentes, enfin des directives de gestion différentes. Aux yeux de ce contexte-là que je viens de vous introduire, on peut comprendre qu'il y a différentes pressions sur la forêt guyanaise. Donc, une pression assez générale qui concerne toutes les zones et toutes les espèces du monde, c'est le changement climatique et les incertitudes liées à ce changement climatique concernant l'adaptation des espèces ou non. En Guyane française, on estime que le changement climatique va se traduire par une variation de la saisonnalité, avec des saisons des pluies plus longues et plus intenses et des saisons sèches plus longues et plus intenses également. On a aussi, dû à l'augmentation de la croissance, des usages de la forêt qui vont augmenter. Donc, par exemple, on a le tourisme comme usage de la forêt, la chasse et aussi la cueillette. Et en plus de cela, il y a, comme je vous l'ai dit, l'exploitation forestière où on se pose toujours des questions sur l'impact réel que peut avoir l'exploitation forestière sur les espèces. Concernant les espèces, dans ma thèse, j'ai étudié une seule espèce uniquement, donc une espèce modèle, Dicorrhenia guyanensis, qui a une forte importance économique en Guyane. C'est une espèce endémique du plateau des Guyanes et largement répandue, mais sa concentration se retrouve principalement en Guyane. Elle est considérée dans le bassin amazonien comme la 16e espèce hyperdominante en termes de biomasse et elle représente chaque année plus de la moitié de la biomasse ligneuse récoltée par les exploitations forestières.
D'un point de vue biologique, écologique, donc c'est une espèce allogame. Elle est pollinisée par de grosses abeilles et elle a toujours été connue comme avec des graines dispersées sur des courtes distances par la gravité ou par le vent. Cette espèce est aussi répartie en agrégats et on a déjà observé d'un point de vue physiologique une sensibilité à la sécheresse. Pour étudier ces pressions et leur impact sur Dichorhynchia guianensis, dans ma thèse, j'ai travaillé à travers la méthode de la génétique de la conservation. Donc l'idée de la génétique de la conservation, c'est que des processus évolutifs tels que les mutations, l'adaptation, la sélection, va impacter le génome et va impacter les phénotypes exprimés à partir de ce génome-là. À partir de cela, en génétique, on peut créer des indicateurs qui nous donnent des informations sur l'état de conservation ou non des populations pour pour appliquer des directives de gestion afin de mieux protéger et de mieux préserver les écosystèmes afin qu'ils continuent à produire des services écosystémiques comme la production de bois pour la forêt guyanaise. Rentrons un peu plus dans le sujet méthodologique de la génétique. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé deux types de marqueurs différents, donc des marqueurs SNP, dits SNP, qui sont des variations ponctuelles qu'on va retrouver sur l'entièreté du génome, et ces variations peuvent être potentiellement adaptatives. À l'inverse, à l'opposé, on observe des marqueurs SSR, donc des simples séquences répétées. Donc, ce sont des bases répétées qu'on observe dans l'ADN qui sont connues pour être neutres, et ces marqueurs sont hautement polymorphes. Donc, c'est utile pour étudier les liens entre les individus assez proches génétiquement parlant. L'objectif général de la thèse, du coup, le voilà. Donc, le but, c'est d'utiliser les outils de la génétique de la conservation pour étudier l'état actuel de conservation de l'angélique et analyser si les différentes pressions d'origine environnementale et anthropique euh, ont un impact sur cette espèce. La présentation que je vais vous présenter se divise en trois différentes parties où on étudie trois différentes pressions. Donc, voici les questions de recherche liées à ces différentes parties. Donc, dans un premier temps, j'ai travaillé sur les signes d'adaptation locale aux variations de l'environnement qu'on aurait pu observer sur l'Angélique en Guyane française, et notamment face au régime de pluviométrie varié. En seconde problématique, j'ai étudié la dynamique de dispersion de l'Angélique pour voir si elle est impactée par les usages de la forêt, notamment par la chasse. Et en troisième partie, j'ai observé directement si l'impact de l'exploitation forestière s'il y avait un impact de l'exploitation forestière sur la diversité génétique des parcelles qui ont été exploitées. Donc, passons directement à la deuxième partie de cette présentation, l'étude des signes d'adaptation locale. Donc, l'adaptation locale, ça se définit par une adaptation observable dans le génome des individus à leur environnement. Donc, comme on sait, l'environnement a un impact sur le génotype qui va ensuite être exprimé en phénotype, qui lui-même a un impact sur la fitness, c'est-à-dire le succès reproducteur des individus. Pour étudier l'impact de l'environnement sur le génotype, on réalise des études d'association avec l'environnement. Et pour étudier l'impact de l'environnement sur le phénotype, réalise souvent des expériences de jardin commun ou de transplantation réciproque. Dans le cadre de ma thèse, je me suis concentré seulement sur les études sur le génotype et non sur le phénotype. En première partie, avant de vouloir s'intéresser à l'adaptation locale en fonction de l'environnement, il faut d'abord prendre conscience il faut d'abord observer s'il y a des variations génétiques à l'échelle du territoire, qu'elles soient neutres ou adaptatives, avant de chercher une adaptation à travers le génome. Donc, c'est ce qui a été réalisé dans la première partie de ma thèse, donc le chapitre 1. J'ai observé la structuration génétique, donc c'est-à-dire la différenciation génétique entre différents sites, ce qui m'a permis de regrouper ces différents sites en deux clusters, donc un cluster à l'ouest et un cluster à l'est. Fait intéressant, c'est que ces clusters-là suivent à peu près le gradient de pluviométrie qu'on observe en Guyane avec la forte pluviométrie au niveau de l'Est. Cette étude-là, c'est le chapitre 1 de ma thèse et c'est des résultats qui sont assez préliminaires. Il y a seulement 6 marqueurs microsatellites, donc c'est assez peu. Mais cette structuration a été confirmée dans le chapitre 2 grâce à l'utilisation de marqueurs SNP et qui nous a permis de préciser un troisième groupe, du coup, à l'ouest, à l'est et aussi au centre. On notera qu'il y a un site au niveau de Saint-Georges qui n'a pas pu être regroupé au niveau de la structuration génétique et qui, encore aujourd'hui pour moi, reste une grosse question scientifique. Cette structuration suit toujours potentiellement le gradient de pluviométrie qu'on observe en Guyane.
Un peu de méthodologie concernant l'identification des SNP et notamment des SNP outliers. Donc les SNP dits outliers ou hors normes, si on veut essayer de traduire en français, sont des SNP qui sont potentiellement adaptatifs et qui ont un impact dans la sélection et qui peuvent être liés à des variables environnementales. Donc, face à différents environnements, on va identifier du coup des SNP, des mutations qui vont être présentes ou non en fonction de l'environnement. Ces mutations-là vont être analysées à travers différentes méthodes bioinformatiques pour identifier si ou non ces SNP ont un lien avec une adaptation locale à l'environnement, parce que certains sont juste neutres et n'ont pas d'impact en fait dans le génome et dans le phénotype exprimé. Pour cela, on observe du coup le déséquilibre de liaison, notamment de certains SNP qui ont un fort déséquilibre de liaison vis-à-vis de la moyenne. Donc au niveau de l'Est et de l'Ouest, on voit certains SNP qui ont un fort déséquilibre de liaison comparé aux autres, qui sont potentiellement des SNP outliers. Chose intéressante, c'est qu'on n'observe pas les mêmes SNP outliers entre l'Est et l'Ouest. Et cela est confirmé par ce graphe-là, où on voit tous les SNP outliers qui ont été identifiés uniquement à l'Est, uniquement à l'Ouest, uniquement à l'Ouest, au centre. Et il y a seulement 2 SNP, par exemple, qui ont été uniquement observés sur les 3 zones, sur les 3 clusters identifiés. Donc, c'est déjà un élément qui nous montre qu'il y a une adaptation des mutations qui sont effectuées en fonction des zones et potentiellement face à l'environnement. Donc, après avoir identifié ces SNP outliers, pour être sûr qu'ils ne soient pas neutres, on peut essayer de les corréler, de les associer avec des variables environnementales. Et c'est ce qui a été réalisé du coup dans cette étude. Donc, j'ai utilisé 31 variables environnementales. Parmi ces variables, on peut citer l'aridité, le type de sol, les précipitations annuelles. Et au niveau des résultats, ce qu'on observe, c'est que les variables les plus associées avec le plus grand nombre de SNP associés à ces variables sont des variables liées à la précipitation, à l'humidité pendant la saison des pluies. Donc, par exemple, à ce niveau-là, on voit les précipitations durant le quartier le plus froid, donc qui est la saison des pluies. Et on voit 707 SNP associés à cette variable environnementale. Et par exemple, à l'inverse, on voit la température moyenne sur le quartier le plus froid, on en voit très peu, car ça paraît logique que la température ait moins d'impact, étant donné que la variabilité est beaucoup moins forte en Guyane. Donc ces résultats-là nous ont donc montré qu'il y a une adaptation locale en fonction des clusters observés, donc de l'Est, du centre et de l'Ouest, à l'environnement, et il semblerait que cette adaptation-là soit majoritairement liée à la pluviométrie, et notamment la pluviométrie et l'humidité pendant la saison des pluies. Cette partie-là nous fait poser des questions sur le fait, sur la capacité ou non, en fait, de ces différents clusters identifiés à s'adapter aux variations du climat. Donc, par exemple, on va voir d'une pluviométrie plus intense, est-ce que les angéliques de l'Ouest, par exemple, plus habitués à la sécheresse, pourront s'adapter à cette forte pluviométrie? Euh, Passons maintenant à la partie 3, et du coup la seconde question de recherche. Donc, j'ai travaillé sur la dynamique de dispersion de l'angélique et face aux perturbations. Donc, pour réaliser cela, j'ai utilisé de nouveau des marqueurs SSR, donc 2 catégories de marqueurs SSR, des marqueurs nucléaires et des marqueurs chloroplastiques issus de la mer. Les marqueurs chloroplastiques sont transmis seulement de la mère à l'enfant et il n'y a pas d'impact en fait du paternel dans la transmission de ces marqueurs-là. J'ai donc utilisé ces marqueurs sur un très grand nombre d'individus et fait un échantillonnage systématique sur 4 différentes parcelles. Donc, je vais vous présenter ces parcelles. On a la parcelle de Paracou qui est assez connue, donc dans la station expérimentale. Cette parcelle se trouve proche de la côte et est potentiellement assez impactée par la chasse due à la proximité avec les populations locales. À l'opposé, on a la parcelle des Nourags qui, elle, aussi se trouve dans une station expérimentale et dans la réserve naturelle du même nom, où on peut considérer que c'est un site assez protégé de l'impact humain. Donc, on devrait observer un statut le plus naturel possible, on va dire, de la population. En plus de ça, on a la parcelle de Regina, qui a été une parcelle exploitée il y a 12 ans par des exploitants forestiers. Et en plus, et au niveau de ces zones-là, c'est connu que dans les parcelles forestières,
l'ouverture des pistes créées pour effectuer l'exploitation crée aussi une ouverture de la forêt pour les chasseurs, où on remarque qu'il y a un certain nombre de chasses dans ces zones-là. Et en dernière parcelle, la parcelle de Sparwin qui se trouve à l'ouest de la Guyane, dans laquelle aucune pression spécifique n'a été identifiée, que ce soit ni la chasse ni la coupe. C'est une parcelle qui semblerait plus neutre. Donc, pour étudier ces différents éléments, j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle la structure génétique spatiale. Donc, c'est une autocorrélation spatiale de la diversité génétique. Hop. Donc, l'idée, c'est de décrire la manière dont les individus sont génétiquement proches en fonction de leur distance. Donc, on voit des individus. La théorie voudrait que plus la distance augmente, plus la différenciation génétique augmente entre les individus. Et c'est dans ce cas-là qu'on observe une structuration génétique. La structuration génétique peut aussi être quantifiée grâce à la statistique SP qu'on observe juste ici. Au niveau des résultats qu'on a obtenus sur la structuration génétique, j'ai oublié de vous dire que la structuration génétique spatiale donne aussi des informations sur la dynamique de dispersion des graines et des pollens et la dynamique de reproduction, et que ces éléments-là sont issus en fait de plusieurs générations. Donc c'est une dynamique de dispersion qui a été installée depuis plusieurs années. Donc, ça nous permet d'observer l'état des dynamiques des parcelles d'il y a plusieurs années. Donc, au niveau des résultats de cette structuration génétique, on va regarder directement le plot de Parakou qui a une valeur de SP plus élevée que les autres. Bon, je sais que en génétique, c'est assez spécial, mais les valeurs sont assez faibles. Mais la valeur de Parakou est quand même assez forte pour un résultat de structuration génétique. Donc, on voit directement la courbe avec un fort apparentement au début sur les courtes distances qui va diminuer très rapidement. À l'opposé, on a observé la parcelle de Sparwin où il y a vraiment une courbe presque plate, donc il n'y a pas forcément de lien entre l'apparentement et la distance. Et les parcelles de Nourag et de Regina qui ont des valeurs de SP assez similaires et qui semblent présenter une structuration assez similaire, donc une structuration moyenne face à Sparwin et Parakou. Ces résultats-là nous présentent donc le fait que, par exemple, Parakou, on a une reproduction depuis un long moment qui se fait proche de l'arbre mère et une forte proximité génétique entre les individus à proximité. Et à l'inverse, au niveau de Sparwin, on a un éloignement génétique sur des longues distances entre les individus. En plus de cela, pour analyser les dynamiques de dispersion contemporaines actuelles, donc sur la génération précédente, j'ai réalisé ce qu'on appelle des analyses de parenté. Donc, lors de l'échantillonnage, j'ai prélevé l'ensemble des individus, des angéliques qu'on observait dans les parcelles, et on a fait des classes de taille, donc qui nous ont permis de catégoriser des juvéniles et des adultes considérés comme reproducteurs. À partir de cela, je vais utiliser des méthodes à l'aide de deux logiciels, du coup Servus et Colony, qui sont des méthodes différentes, mais qui permettent d'observer des couples de parents. Donc, ça m'a permis d'identifier les parents potentiels de certains juvéniles sur les parcelles. À partir de cela, et grâce notamment aux marqueurs chloroplastiques qui sont hérités seulement de la mère, j'ai pu restreindre l'origine de la mère et du père pour avoir ensuite les distances de dispersion des graines et des pollens séparément. Grâce à cette méthodologie-là, j'ai pu observer des cartes de ce type-là qui montrent le grand nombre de dispersions à l'intérieur même de la parcelle de graines et de pollen, et ce qui m'a ensuite permis de quantifier des distances moyennes de dispersion ici sur l'ensemble des parcelles, sur les distances de dispersion des graines. Information assez intéressante qu'on observe dans ce graphe-là, ce sont les distances de dispersion des graines qui sont plus longues qu'estimées précédemment. Donc, selon les travaux de Sébastien Gesell, qui a soutenu en 2005, il avait estimé que la distance de dispersion moyenne des angéliques serait autour de 30 mètres et rarement au-delà de 50 mètres. Alors que là, dans le cadre de nos données, on observe une moyenne au-dessus de 50 mètres et des distances de dispersion sur de longues distances allant jusqu'à 450 mètres. Ces éléments-là nous laissent supposer que
la dispersion des graines n'est pas seulement réalisée par la gravité ou par le vent, mais potentiellement par des disperseurs secondaires, comme l'a observé Sébastien Gesell aussi lors de sa thèse, que les graines d'angélique étaient beaucoup prédatées par des oiseaux et notamment des perroquets, mais aussi des rongeurs comme les agoutis. Ces animaux-là sont potentiellement du coup des disperseurs secondaires pour l'angélique, mais ces éléments-là restent encore à prouver, par exemple par des études à la caméra trappe ou des choses comme ça. Concentrons-nous maintenant sur ces distances de dispersion des graines à travers les quatre différentes parcelles. Donc, au niveau de Sparwin, on a une dispersion qui correspond à peu près à la structuration génétique avec une distance médiane de 40 mètres. À l'opposé, on a Nourag avec une dispersion médiane de 74 mètres. Donc, ce qui va bien avec un contexte de réserve naturelle et une zone préservée qui permet de préserver du coup la dynamique de dispersion des graines. Et à l'opposé, on a Parakou et Regina, tous les deux des plots chassés et Regina exploités qui ont des distances médianes de 21 mètres avec une grosse clusterisation de la dispersion des graines sur de très courtes distances et quelques rares événements à longue distance, mais beaucoup plus faibles qu'au niveau de Nourag notamment. À partir de ces résultats et des analyses de parenté, j'ai aussi pu observer la répartition du succès reproducteur. Donc, on va prendre le temps de s'attarder un petit peu sur ces graphes. Donc, les ordonnées représentent des individus adultes, donc des pères ou des mères, et le nombre de juvéniles associés à chaque parent. Les couleurs des différents individus, les couleurs sur les barres, représentent les familles génétiques auxquelles les individus ont été identifiés. Donc, par exemple, ce sont des frères, des sœurs, des parents et cousins, cousines. À ce niveau-là, concentrons-nous d'abord sur les couleurs et on voit au niveau des peuples de Parakou et de Regina qu'il n'y a que très peu de familles qui ont une importance majeure dans le succès reproducteur. Et en plus de ça, il y a quelques individus qui ont une importance assez énorme. Donc, par exemple, au niveau de Parakou, on va trouver un individu qui va être responsable de de la production de 30 juvéniles sur la parcelle, alors que d'autres individus sont responsables de seulement un seul juvénile. Donc, on a une forte inégalité du succès reproducteur dans les parcelles de Parakou et Regina. À l'opposé, au niveau de Sparwin et Nourag, on a plus un succès reproducteur plus égal, et notamment au niveau de Sparwin, où il est très clair qu'il n'y a aucun individu adulte qui surpasse tous les autres en termes de reproduction. Ces éléments sont intéressants où le fait qu'il y a une grosse égalité au niveau du succès reproducteur participe à la diversification et à des échanges d'allèles importants entre les populations, entre les familles, qui permettent du coup de conserver la diversité. Et la diversité est bien évidemment importante pour l'adaptation des populations, par exemple, au changement climatique. Revenons sur les résultats obtenus dans cette partie. Donc, on a observé des variations au niveau de la structuration génétique spatiale, avec une structuration forte à Parakou, par exemple. Et ces éléments de structuration génétique spatiale nous ont donné des informations sur les dynamiques de reproduction passée de l'angélique. En plus de ça, avec les analyses de parenté, nous avons des informations sur la dynamique de dispersion contemporaine des angéliques. Et on voit qu'il y a soit des dynamiques maintenues entre le passé et le présent. Donc, par exemple, à Parakou, on a un fort SGS, donc un regroupement de la parenté proche des individus mères qui se traduit par aussi des distances de dispersion courtes et un succès reproducteur inégal. Et par exemple, on observe la parcelle de Regina qui, au niveau de la structuration génétique spatiale, présentait la même structuration génétique que Nourag, qui est assez préservée. Par contre, au niveau de la dynamique de dispersion actuelle qu'on observe sur la dernière génération, les distances de dispersion de Regina sont assez courtes, alors qu'au niveau des Nourag, elles sont maintenues sur de longues distances. Ça nous permet de comprendre que le décalage entre les dynamiques de dispersion passées et contemporaines permettent de mettre en avant des perturbations récentes sur la parcelle de Regina, par exemple. On peut maintenant se poser la question et repenser au statut et à l'utilisation de ces différentes parcelles. Donc, dans un premier temps, une des choses qui peut expliquer la variabilité qu'on observe entre les parcelles, c'est l'histoire démographique, la colonisation, les périodes de réduction de population. Donc, c'est un élément très important qui a beaucoup d'impact dans ce qu'on observe actuellement dans les populations. En suivant, on peut penser au fait que la parcelle des Nourag se situe dans une réserve naturelle, donc préservée de tout impact humain et potentiellement de la chasse. À l'opposé, du coup, on a Parakou et Regina qui sont deux parcelles chassées.
Et en plus de cela, Regina est une parcelle qui a été exploitée sélectivement il y a 12 ans. Donc, on peut supposer qu'au niveau de la parcelle de Regina, la pression de chasse combinée à la coupe sélective semble impacter les dynamiques de reproduction récentes de l'angélique. Ok, passons à la troisième partie maintenant. Concentrons-nous plus amplement sur l'impact de l'exploitation forestière sur la diversité génétique des parcelles exploitées. Pour cela, j'ai reproduit le même type d'analyse et d'études d'analyse de parenté notamment et de structuration génétique spatiale que sur le chapitre précédent. Mais en plus de cela, j'ai effectué un échantillonnage complémentaire sur une parcelle non exploitée à côté de la première parcelle exploitée de Regina qu'on a étudiée précédemment. Ces deux parcelles se situent à 1,5 km de différence. Et l'idée, c'était donc d'étudier différents indicateurs génétiques pour observer si on avait une perte de diversité dans la parcelle exploitée PI 74 qui a été étudiée précédemment. Résultat, on a observé un grand nombre de métriques génétiques, donc la richesse allélique qui quantifie le nombre d'allèles différents, la richesse allélique privée qui quantifie le nombre d'allèles uniquement présents dans une population, des coefficients de consanguinité, les taux d'autofécondation et aussi la structuration génétique que j'ai présentée précédemment. Et intéressant ou non, aucune différence significative entre toutes ces métriques. C'est rassurant, il semblerait que l'exploitation forestière ne soit pas responsable d'une perte de diversité génétique après exploitation. Il faut, il faut savoir nuancer ces résultats en prenant en compte que l'exploitation a été réalisée il y a 12 ans et qu'on n'a pas forcément un recul assez important, étant donné que ces métriques génétiques mettent parfois du temps à s'exprimer à travers les populations. Bon, c'était un résultat, mais pas de résultat, c'est aussi un résultat, donc c'était intéressant. L'ONF était très content d'apprendre cela. Mais j'ai voulu continuer à creuser pour étudier ces données, il fallait bien en faire quelque chose. Et je me suis intéressé du coup à la connectivité entre les parcelles. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant. On a du coup, pareil, même méthode d'identification, d'analyse de parenté et d'identification de graines et de pollen. Information intéressante, on observe du coup 3 événements de dispersion de graines entre les deux parcelles, donc sur plus d'1 kilomètre. Donc ça donne un élément supplémentaire à ce que je vous ai présenté précédemment concernant des potentiels disperseurs secondaires et notamment des oiseaux qui puissent permettre de déplacer des graines sur de longues distances supérieures à 1 kilomètre. Les graines, c'était intéressant, mais ce qui m'intéresse le plus au final, en fait, dans ces analyses de dispersion entre les deux parcelles, c'est la variabilité des échanges entre les pollens. Donc, au niveau de la parcelle HKO 74, on a observé des distances de dispersion des pollens significativement supérieures à la parcelle non exploitée PI 74. Et ces distances de dispersion sont dues notamment à l'arrivée de majeurs de pollen issus de la parcelle non exploitée HKO 50 vers la parcelle PI 74. Donc on a plus d'un tiers des événements de dispersion observés dans HKO, enfin, venant de HKO 74 qui se dirigent vers PI 74. Donc ces éléments-là sont intéressants et ça peut nous faire supposer que la non-perte de diversité génétique qu'on pourrait observer dans la parcelle pays 74 qui a été exploitée est compensée en fait par des apports majeurs de pollen des autres parcelles grâce aux ouvertures de canopée qui ont été créées et qui permettent du coup d'apporter de nouveaux individus. Donc voilà. Donc pour résumer sur cette partie, on n'a pas de perte de diversité post-génétique, de diversité génétique post-exploitation et cette perte est potentiellement nuancée par des apports de gènes majeurs via les flux de pollen provenant de parcelles non coupées connectées à la parcelle exploitée. Ces résultats-là sont à nuancer, donc je le rappelle, il nous manque il nous manque il nous manque un réel temps en fait d'études. 12 ans, c'est assez court au final à l'échelle des populations d'arbres. Et voilà. Ok, passons à la dernière partie, concluons rapidement sur l'ensemble de ces résultats. Donc, on a étudié différentes pressions sur l'angélique, comme je le rappelle, le climat, l'usage de la forêt, notamment la chasse et l'exploitation forestière. Au niveau du climat, on a un potentiel doute sur l'impact de l'excès de pluviométrie dû au changement climatique qui pourrait avoir potentiellement un impact sur l'adaptation locale des individus et mettre en jeu leur survie.
Donc, ça fait assez écho aux résultats, au dépérissement qu'on observe au niveau de la Trinité et qui sont étudiés en ce moment, et notamment au niveau du sol. Il y a les usages forestiers, donc on a potentiellement identifié la chasse comme un élément pouvant avoir un impact sur la dispersion des graines dû à la baisse des populations de disperseurs secondaires. Bon, qu'on n'a pas totalement identifié, mais un grand nombre d'animaux variés en fait est chassé en Guyane, donc ça paraît être une bonne piste. Et l'exploitation forestière, on a une diversité qui est maintenue, mais on doit avoir un peu plus de recul et il serait judicieux en fait de réaliser par exemple des études de ce type sur la même parcelle tous les 15 ans jusqu'au prochain cycle d'exploitation qui aura lieu dans 60 ans. Enfin, dans 60 ans à partir de l'exploitation. Pour confirmer ce résultat-là et être sûr que la diversité n'est pas impactée au niveau de la parcelle exploitée. Au niveau des perspectives à partir des résultats que j'ai présentés, donc les résultats d'adaptation locale, d'études de l'adaptation locale sont assez intéressants, mais c'est étudié à travers la génétique et il y a un besoin, en fait, scientifiquement parlant, de pouvoir confirmer ces résultats à travers d'autres études. Et par chance, c'est quelque chose qui va être réalisé et qui est en cours de réalisation à travers la réalisation de transplantations réciproques dans le cadre du PEPR Foresc, qui vont pouvoir confirmer en fait l'impact de l'excès de pluviométrie sur la croissance notamment. Il serait bien de pouvoir identifier les disperseurs secondaires pour confirmer les résultats qu'on a obtenus au niveau de la dispersion, notamment par exemple en posant des caméras trappes lors de la fructification sur les houppiers des angéliques pour un peu voir quels individus mangent et peuvent potentiellement disperser les graines. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est intéressant de faire un suivi à long terme des parcelles exploitées pour avoir une notion de l'évolution des indicateurs de diversité, s'ils sont maintenus ou s'ils baissent après l'exploitation, plusieurs années après l'exploitation. En recommandation pour la conservation qu'on pourrait faire à partir des résultats de cette thèse, on n'a pas forcément identifié de signaux très alarmants actuels sur le maintien d'une bonne gestion et de la bonne conservation de l'angélique en Guyane. Il n'y a rien d'alarmant. Il y a juste des pressions qui, prises une à une, ont un impact et potentiellement en étant cumulées ou en étant agrandies, enfin, en augmentant, par exemple, en parlant du réchauffement climatique, si cette pression si le réchauffement climatique est de plus en plus impactant, ça va potentiellement créer un impact pour l'angélique. Une des recommandations de conservation qu'on pourrait faire dès maintenant, ce serait la création de banques de graines à l'échelle du bouclier guyanais total. Donc, c'est quelque chose qui a été fait du coup en Équateur. Par exemple, il y a une photo du Living Seed Bank de Camino Verde. Donc, le fait de créer des banques de graines dès maintenant permettrait de conserver directement la diversité actuelle des populations d'angéliques, mais aussi de toutes les autres essences forestières qui sont exploitées pour conserver cette diversité actuelle et prévoir, par exemple, des éléments de génétique rescue ou de sauvetage génétique en plantant des graines dans des parcelles qui ont un dépérissement au niveau de la biodiversité. Pour cet élément-là, je le présente ça au niveau de l'ensemble du bouclier guyanais, car la répartition de l'angélique ne se situe pas seulement en Guyane, certes majoritairement en Guyane, mais il faut prendre en compte que la diversité d'une espèce n'a pas de frontières administratives, et il serait utile de pouvoir prélever des graines de l'ensemble du bouclier guyanais pour avoir un maximum de diversité de l'angélique, pour la préserver et pour l'utiliser lors de situations plus critiques que ce qu'on observe actuellement. Et la Guyane, je pense, peut être un levier important, notamment grâce à sa stabilité économique et politique, en comparaison avec d'autres pays du bouclier guyanais où la situation est plus instable. Je vous remercie de votre attention. Ben, merci Julien pour cette présentation. Et oui, s'il y a des questions, donc on va commencer par la salle virtuelle. Caroline, ouais, vas-y. Oui, merci. Bonjour à tous et merci Julien pour la présentation. C'était très intéressant. J'ai loupé les premières minutes, mais je me rattraperai. Moi, j'ai une question sur la distance de dispersion des pollens et les hypothèses qu'on peut émettre là sur les impacts de l'exploitation et sur la diversité. Est-ce qu'on a des connaissances sur les distances maximum ou les distances possibles? Parce que là, tu as mesuré tu as fait tes mesures sur deux parcelles, une exploitée, une pas exploitée, qui sont à 1 kilomètre, si je me rappelle bien, de distance. Et je pose cette question dans le contexte où
On a beaucoup de parcelles qui vont être exploitées proches les unes des autres, avec pas forcément de réservoirs, on va dire, non exploités dans une distance de 1, 2, 3 km aux alentours, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des parcelles, toutes les parcelles dans cette zone-là vont être exploitées. Ce qui pose question de tes résultats. Je me demande si on a un peu d'infos là sur les distances de dispersion via les pollens. Alors, merci pour ta question, Caroline. Et effectivement, c'est assez intéressant et, comme problématique. Au niveau de ce que j'ai observé, comme je l'ai présenté, les deux parcelles que j'ai étudiées ont une distance d'1,5 km maximale. Enfin, allez, 1 kilo. Les plus longues distances de dispersion que j'ai observées, ça doit être à 1 km et 700 mètres, quelque chose comme ça. Donc, pas plus que ça. Je pense que ça peut aller plus loin. Au niveau de la bibliographie sur les espèces tropicales un peu similaires à l'angélique, on estime que les distances de dispersion de pollen vont entre 500 mètres et 3 km, si je me rappelle bien. Donc, je pense qu'il peut y avoir des distances de dispersion de pollen plus longues que ce que j'ai observé. Mais effectivement, dans un contexte où l'ensemble des parcelles d'une zone sont exploitées, effectivement, ça pourrait poser problème s'il n'y a pas de réservoir de diversité qui n'ont pas été impactés pour, euh, pour conserver une diversité à post-exploitation. Ouais. Ouais. Ok, bah merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle virtuelle? Non? OK. Donc, du coup, allez, Jean-Christ. Bravo, c'est super. Merci. Juste un petit truc, j'ai l'impression que tu mets sous le tapis Après, j'ai peut-être pas bien compris pour les histoires d'adaptation locale, là, tu mets sous le tapis la population de Saint-Georges. Enfin, un petit peu, quoi. Enfin, bon, à la limite, je sais pas, soit on la présente pas, mais enfin, il faut au moins que tu aies des hypothèses, parce qu'après, hop, tu n'en parles plus du tout, parce que ça vient bien perturber, et puis les résultats ensuite qui sont beaux, mais Ok, si tu ouais. la prends en considération, ça remet. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'elle comme Alors, en hypothèse? fait, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai des données complémentaires. En fait, j'ai un cinquième chapitre dans mon disque dur que je pourrais faire là, où en fait, j'ai justement des données et des espèces, des autres groupes d'espèces proches d'Icorénia pour voir si, par exemple, il n'y a pas d'erreur d'identification lors des prélèvements ou de bêtises comme ça. Donc, en fait, actuellement, j'ai les données pour un peu éclaircir cette histoire au niveau de Saint-Georges. Euh, la réponse est à venir d'ici 1 an, j'espère, ou 6 mois même. Mais effectivement, peut-être que je me tire une balle dans le pied en fait en mettant en avant cette population. Euh, mais je pense que c'est pas forcément. Je sais pas, après, dans le C'était cadre. non, c'est un site. Il y a huit individus. Bah, dégage-le du. Non, non, mais en fait, et on a fait un échantillonnage dans lequel tu as combien de sites encore? 10 sites encore? Ouais, 10 sites qui se situent au niveau de l'intérieur des terres. Donc ça va jusqu'à Saül au niveau de l'intérieur des terres, à Maripasoula aussi. Et bah oui, enfin, comme j'ai dit, tu vois, les données en fait sont présentes, elles sont dans mon disque dur. Il faut juste que je prenne un peu de temps pour les regarder en détail et pour un peu éclaircir. Parce qu'il y a aussi d'autres éléments où, à l'intérieur en fait, de ces données-là, on a observé bah, d'autres individus que là, on a sorti de l'étude parce qu'ils paraissaient génétiquement assez différents en fait du reste des groupes. Et c'est d'où la question d'utiliser des zones groupes pour voir si c'est des erreurs d'échantillonnage ou non, ou si c'est juste des individus, peut-être l'angélique blanche, l'angélique rouge, je sais pas, des bêtises comme ça, mais oui, enfin, ces résultats-là, en fait, c'est une étude vachement préliminaire et surtout à l'échelle de l'Amérique du Sud. En plus, très peu d'études ont été faites à ce niveau-là et ça reste à confirmer du coup avec un jeu de données un peu plus gros. On vous présente Dicorinea bonariensis. Une autre, après, pour les distances de dispersion, Sparwin, il y a un truc, ça te met sous le tapis aussi dans tes, dans tes conclusions. Tu opposes les Nourags où il n'y a pas de chasse avec Parakou et Regina, et puis là, hop, Sparwin, ça apparaît pas. Ouais. Et quand on regarde les diagrammes, enfin les histogrammes, là,
En fait, tu dis oralement que la dispersion est longue, alors que, bon, je n'ai pas noté, mais il me semble que sur les histogrammes, on a 47 mètres, quoi. Il n'y a pas un problème sur il se passe quoi sur Sparwin? Alors, Peut-être pas compris, hein, mais sur Sparwin, en fait, j'ai essayé de l'avancer. Je pense qu'il faudrait que je le détaille plus en plus. Je pense qu'une grosse partie, c'est du coup l'histoire démographique, comme je l'ai présenté au niveau de Sparwin, où, alors, d'un côté, il y a potentiellement une faiblesse, il y a une faiblesse des données parce on a observé beaucoup moins d'éléments de dispersion au niveau de Sparwin qu'au niveau de toutes les autres parcelles. Donc potentiellement, en fait, parce que les dispersions sont sur de très longues distances et qu'au niveau des prélèvements qu'on a fait, on n'a pas pu observer l'eau et le parent d'origine ou les choses comme ça. Donc au niveau des parcelles, on a effectué je crois qu'à Regina, c'était 417 individus au total et Sparwin, c'était 383 ou quelque chose comme ça. Donc c'est un échantillonnage vraiment systématique. On a prélevé tout ce qu'on pouvait. Et je pense que du coup, le faible événement de dispersion qu'on a observé, c'est à cause de distances vraiment longues qui sont en dehors de la parcelle où les parents sont d'origine, où les juvéniles créés sont en dehors de la parcelle et de ce qu'on a fait. Mais effectivement, dans tous les cas, la parcelle de Sparwin et l'ouest, en fait, reste un peu un mystère pour moi, parce qu'on a justement, au niveau, quand on étudie l'adaptation locale, l'ouest est quand même vachement différent du reste de la Guyane. Au niveau de l'histoire démographique, c'est vachement différent. Donc, peut-être qu'il y a un gros impact. En fait, idéalement, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir des angéliques du Suriname de l'autre côté du fleuve pour voir ce qu'il en est enfin, je pense que c'est ouais, l'histoire démographique et tous les événements passés. Dans mon chapitre 1, j'avais rapidement étudié l'impact des glaciations passées, par exemple durant le Pléistocène ou même des paléofeux qui ont été observés en Guyane durant l'Holocène, je crois. Et tout ça, c'est des pistes en fait d'explication pour la variation qu'on observe entre ces plots. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une part où le plot de Sparwin reste toujours celui de mystérieux et l'Ouest reste mystérieux vis-à-vis de son opposition constante en fait avec tout le reste de la Guyane. ouais, et après, la dernière chose, c'est pas très vendeur. Enfin, si, c'est super, t'as pas d'impact de l'exploitation sur la diversité. Tu dis, bon, ça a un super résultat qui demanderait à être confirmé. Mais pas, tu vois, c'est pas vendeur, là. Ouais, non, mais et pourtant, c'est pas faute. Là, j'ai présenté juste rapidement les résultats disant qu'il n'y a pas. Et pourtant, j'ai retourné les données dans tous les sens pour chercher si machin et tout à travers les classes d'âge, à travers différents indicateurs. Et il n'y a rien qui a été clair. Donc, je pense que c'est quand même un résultat qui doit être présenté parce que c'est la façon dont je le présente. Ouais. 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 Ouais, il y a aussi en fait, au niveau du chapitre 4 et de l'impact de l'exploitation, on a observé par cohorte, du coup, au-dessus de 30 cm de dBH, entre 30 et 4 et en dessous de 4, pour voir s'il y avait une évolution au cours des générations en fait, de la diversité génétique. Et pareil, en fait, pas d'évolution, pas de changement majeur. Mais par contre, effectivement, il y a certaines données qui sont un peu perturbantes où on n'arrive pas trop à comprendre le contexte parce que je peux te donner l'exemple qu'on a observé des juvéniles qui sont issus d'arbres qui ont été coupés pendant l'exploitation, mais qui se trouvent au niveau des pistes forestières, donc qui sont normalement lors de l'exploitation complètement ravagés. Donc il y a... Ouais, c'était là où tu voulais en venir, c'est ça, Stéphane. Mais là, je sais plus où aller du coup. Ouais. En Il y fait, a, il y a un élément intéressant que j'avais discuté pendant une conférence avec une doctorante qui me disait que elle avait un collègue qui avait prouvé que les machines d'exploitation en fait étaient responsables de la dispersion secondaire des graines en s'accrochant aux roues. Quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, ok,
Aussi, si tu penses, en fait, les arbres adultes, s'ils ont lâché les graines juste avant de l'exploitation, en fait, ils ont laissé la trouée parfaite pour les Ouais. petits après. Il y a Donc, aussi, il y a aussi une idée au niveau de la temporalité où il y a un décalage entre l'ouverture des pistes il y a l'ouverture des pistes qui est faite, la fructification et l'exploitation. Donc, s'il y a ce décalage-là sur l'année, et en fait, on en a réfléchi hier, il faudrait demander confirmation, mais on n'est même pas sûr que l'ouverture des pistes sur la parcelle étudiée, qui est une parcelle, comment on dit déjà, une parcelle test, en fait, on n'est même pas sûr que l'exploitation et l'ouverture des pistes a eu lieu la même année. Donc, potentiellement, en fait, les arbres qui ont été coupés ont eu le temps, en fait, de faire des fructifications et d'établir, du coup, des graines juste avant l'exploitation. Ouais, ouais, effectivement, ouais, pour permettre. Non, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé à aborder la chose d'une façon, mais effectivement, ouais, laisser un temps entre l'ouverture des pistes et l'exploitation pourrait laisser un. Après, le truc, c'est que l'angélique, ça produit un peu du masting, donc il n'y a pas forcément une fructification d'un même arbre, enfin d'un arbre chaque année, etc. Et en fait, ce qu'on va observer aussi, c'est que après de l'exploitation, au niveau de la parcelle de Regina, au niveau de la production de graines, on a un arbre qui est responsable de plus de 30%, enfin de 30 graines comparé aux autres. Donc ça crée une inégalité au niveau du succès reproducteur où il y a l'ouverture des pistes, il y a fructification des arbres qui fructifient cette année-là. Ils prennent toute la place disponible qui a été créée. Et là, les autres, pour les années suivantes, ont un peu moins de place potentielle pour réaliser leur fructification. Donc, il y a aussi la création ouais, d'une inégalité du succès reproducteur. Et là, ça pose des problématiques. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre du recul parce que ça se trouve, dans les années à venir, on va observer que tous les juvéniles qui ont survécu, ils ont la même diversité génétique et il n'y a pas de mix avec les autres parcelles, quoi. Clément? Pour revenir pour Sparwin, tu dis qu'il n'y a pas d'exploitation de chasse. Euh, Alors, je suis loin de croire, mais alors une piste ouais, il y a une piste. clairement Il y a une piste, mais cette piste, elle est fermée par une barrière. en scooter, ils y vont à pied, tu sais. Non, mais par à coup, c'est d'une manière générale où c'est la côte où les mecs, on les voit bien sur le bord de la nationale, ils gardent leur pick-up Mais et ils ça, vont. Sparwin, c'est entre un Patou et Saint-Laurent, quoi. Il y a du Ouais, monde qui vit là-dedans, les gars. ouais, effectivement. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, peut-être qu'il y a 200 ans. Ouais, c'est ça. Donc, enfin, ce qui casse, enfin, ce qui. Ah oui. Hmm. La chasse entre Paracou et le reste du monde, c'est que Paracou, ça fait 40 ans que c'est chassé. Alors que Regina, ça fait 12 ans max. Ouais. Donc c'est un truc que j'aurais pu dire avant, mais grosso modo, il y a ça que tu peux rajouter dans la discussion, quoi. Et que Paracou, c'est encore plus structuré dans le passé, parce que ça fait 40 ans qu'on chasse Paracou. Ouais. Comme il faut, quoi. Mais tu sais que moi, j'ai aussi un avis différent sur Paracou, qui est quand même une parcelle assez spéciale. La parcelle 16, tu l'as pas dit, hein. Ouais, c'est la parcelle 16, donc c'est la parcelle biodiversité qui n'a pas été touchée. Mais il y a aussi, enfin, juste qui est loin. Mais quand on regarde juste les cartes des parcelles au niveau de la topographie, on voit bien que, enfin, selon la théorie des agrégats, elle est encore en agrégat et d'ici quelques années, elle deviendra potentiellement un plateau d'angélique. Et j'avoue que j'ai du mal à y croire. Et ayant vu les conditions où les angéliques, elles sont vraiment sur les plateaux et par à coup, on est quand même au niveau, on a quand même pas mal de bas-fonds. Et je pense que du coup, quand tu as le lien aussi avec l'excès de pluviométrie et l'engorgement,
Je pense que Parakou aura du mal à se transformer en plateau d'angélique complet dû aux conditions. Et je pense que la structure génétique qu'on observe sera toujours sera toujours pareille d'ici 200 ans, quoi. Bon, après, l'hypothèse d'évolution de la Vega, c'est vraiment une hypothèse. Et c'est vrai qu'il y a une nuance qui n'est pas faite pour l'angélique, mais pour le Capou, c'est qu'en gros, on sait aussi qu'on n'aura jamais de plaque qu'on a au Nourag. Ouais, Parce bah qu'à ouais. Parakou, on n'a pas la même topo qu'au Nourag. Mais là, c'est la même chose. À Parakou, on a plein de petites collines. Donc les agrégats resteront agrégats sur leurs petites collines. Ouais, c'est ça. Alors que dans l'Est ou ailleurs, il y a des grands plateaux. Donc, il y a des plaques. Mais bon, ça, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai réalisé en allant sur le. Enfin, en plus, les prélèvements qu'on a fait sur le grand plateau des Nourags, mais sur le sommet du grand plateau, quand on était allé un peu plus loin que les zones vraiment identifiées. Et là, c'est fou parce que tu vois vraiment une forêt d'angélique avec des arbres magnifiques, gigantesques et très peu de sous-bois. Et c'est le vrai plateau d'angélique. Et après, je sais aussi qu'il y a eu des histoires de potentiellement d'impact des populations amérindiennes qui auraient pu privilégier en fait l'angélique à défaut d'autres arbres pour l'utilisation du bois. Donc c'est une partie qui a été une grosse source de réflexion en fait de réussir réellement à définir le statut présent et passé des plots, surtout au niveau passé parce qu'on n'a pas forcément d'informations. J'avais lu un article qui disait que dans cette zone-là en fait il y avait une grosse zone agricole pour les populations amérindiennes juste avant l'arrivée des colons, donc potentiellement au niveau de la zone de Parakou. Euh, Enfin, ouais. Enfin, retracer l'histoire des populations en Guyane, c'est assez complexe au final et on n'a que quelques informations. Revenir sur la question de Caroline, avec toutes vos analyses que vous avez déjà faites, est-ce que vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, essayer d'avoir ce lien de parenté sur l'ensemble des plots que tu as identifiés? Je veux dire, même ceux du premier chapitre, tu peux, pour voir si jamais il y avait une dispersion de 5 km ou j'en sais rien. Alors, non. C'est en termes d'analyse, une des choses en fait qui nous a permis d'être aussi serein sur les identifications de parenté qu'on a fait, c'est principalement en fait le nombre de marqueurs et le besoin des marqueurs chloroplastiques aussi pour faire la restriction au niveau de la mer. Et sur la première étude que j'ai, enfin, sur mon premier chapitre, en fait, j'ai utilisé 6 marqueurs, donc ce qui est un nombre très très faible. Et là, on ne peut pas faire des identifications de parenté. D'après ce que j'ai compris, Ivan Scotty, il a voulu faire ça il y a quelques années et il n'y avait pas assez de puissance au niveau des données. Et là, c'est notamment, enfin, au niveau de la génétique, il y a ouais, 66, un nombre aussi important de marqueurs, c'est assez rare au final, et c'est ça qui nous a permis d'aller aussi loin en fait dans l'étude. La question de Caroline. Donc, OK, dans des parcelles toutes exploitées, ben, on n'aura pas, comme le cas présent, là, H-Talk 50 qui n'est pas exploité, qui peut envoyer du pollen. Il faut quand même bien voir que on laisse des individus reproducteurs dans des parcelles exploitées. Il faut bien comprendre que c'est une exploitation qui est sélective et normalement raisonnable, alors durable, faire, on n'est pas sûr, mais faire raisonnable. En fait, les densités d'adultes supérieurs à 25 cm, ça, sur le pays 74 de HKO, c'était 13. Et le prélèvement max qu'on peut avoir, c'est vraiment il va fort, ça va être 7-8, mais normalement c'est plutôt 5. Mais il reste donc la moitié. En fait. Donc, quoi qu'il arrive, la diversité génétique dans une parcelle exploitée, elle peut arroser l'autre parcelle exploitée d'à côté. Quoi. On n'a pas rasé l'angélique non plus. Quoi. Notamment chez des diamètres qui sont entre 60, où là on ne prend rien. Et bon, c'est vrai que dans certaines situations, sur des plateaux de l'Est de la Guyane, il y a des parcelles où les angéliques sont énormes, comme tu viens de dire. Là, c'est des trucs. Voilà. Donc parfois, ce type de réflexion, ça me fait dire que quand on tombe sur une cathédrale d'angélique, il faut adapter la règle de gestion et dire on a tant d'individus, on les connaît tous, on n'en prend pas plus qu'un tiers, par exemple. Et après, il faut prendre autre chose que de l'angélique. Si on veut atteindre avec ça. C'est la même question pour le grignon. Le grignon, en fait, c'est des stratégies, enfin, des démographies bizarres où on n'a parfois que des gros individus. Et si on applique bêtement, entre guillemets, la règle d'exploitation, on peut rafler là, cette fois 100% de la population adulte. Là, c'est un bon. Je peux commenter là
Ouais. Donc, oui, J'ai c'est une super remarque intéressant. aussi. Vas-y. Juste pardon, Nicolas. Ouais, bah, merci Stéphane pour la remarque, et c'est pertinent. Et comme pour le Grignon, il y a aussi des zones, même dans l'Est, où l'Angélique, on n'a pas des densités de 10, 15 tige-hectares, où on est plus proche des 3, 4, 5, 6, 7, et que dans les prélèvements, pour l'instant, bon, on fait attention, hein, mais du coup, les prélèvements sont beaucoup plus en proportion, en taux, sont beaucoup plus importants, du coup. Et ces résultats là, de la thèse de Julien amènent ce que tu disais, à se poser ces questions sur les points d'attention entre les effets des forts prélèvements et ensuite tout ce que ça peut impacter sur la diversité. Oui, et il y a aussi un Et autre si j'avais une élément autre que, en fait, question vas-y. sur Sparwin, tu peux me rappeler la parcelle, c'est Cric Bastien, c'est ça qui avait été échantillonné? Oui, c'est ça, ouais. Je me rappelle plus du nom de la parcelle. Ça fait des années qu'elle s'appelle Sparwin pour moi. Mais oui, il semblerait que ce soit Cric Bastien selon Nicolas. Et je sais plus lequel numéro c'est. Ouais, C'est ok. écrit Bastien, j'ai pas le numéro, il faudra demander à Olivier. Mais c'est à peu près 40 minutes au fond de la piste Cric Bastien. Ouais, c'est une Oui, parcelle horrible. ok. Le... Ah non, la parcelle, elle est magnifique. Non, L'accès non, est non, horrible. l'échantillonnage était horrible. C'est que des pentes. J'avais la dingue. J'avais la dingue aussi. Je te rappelle, j'avais la dingue. Ça modifie un peu la perception. Non, mais il y a un concept qui est très intéressant qui apparaît un petit peu dans la thèse de Julien, c'est en fait le sweepstakes theory. Le truc, c'est que dans beaucoup d'organismes qui font beaucoup de propagules pour se reproduire, en fait, c'est the winner takes it all. C'est-à-dire, il y a qu'un individu qui vraiment gagne le concours. Et après, ça peut être si c'est que tu gagnes le concours juste par hasard, parce que tu t'es reproduit au bon moment, au bon endroit, ou si c'est vraiment quelque chose qui est plutôt directive en fait, tu as la bonne combinaison de gènes. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier dans le projet Microforest. C'est précisément cette régénération dans laquelle tu as un winner takes it all. Parce qu'en fait, si tu coupes le winner takes it all et que c'est quelque chose de directif, alors là, tu es un peu dans le pas bon. Euh, mais ça, c'est des processus qui ne sont pas trop étudiés pour le moment, je pense, dans les arbres. Alors que chez les poissons, c'est quelque chose que c'est c'est- c'est connu. Et je me permets aussi de rajouter une réflexion que j'ai avancée dans le manuscrit de thèse concernant j'ai fait ma thèse essentiellement sur l'angélique et donc c'est des informations qui peuvent difficilement être transférées en fait à d'autres espèces parce que rien que par son statut de répartition de dispersion en agrégat, l'angélique est assez spécifique comparé à plein d'autres espèces de la forêt. Mais ça peut être intéressant en fait de considérer l'angélique comme une espèce un peu parapluie vis-à-vis du reste des espèces de la forêt, enfin des espèces d'arbres surtout, parce qu'il y a un grand nombre d'espèces, je crois que c'est, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est 60-70% d'espèces qui ont une dispersion secondaire par des animaux. Donc en fait, le fait de prendre en compte la protection de l'angélique en essayant de diminuer la chasse et le double impact, par exemple, à Régina, de la chasse et de l'exploitation, ça permettrait aussi de protéger en fait l'ensemble des espèces de la forêt. Et voilà, c'est une réflexion que j'avais envie d'avancer en fait un petit peu plus à ce niveau-là pour dire que ces résultats en fait ne vont pas être généralisés à l'ensemble de la forêt, mais que la protection de l'angélique pourrait avoir des implications pour la protection de l'entièreté de la forêt. J'espère que les rapporteurs diront la même chose. Alors, juste quand même, une nuance, enfin, porter du grain au moulin, là. Bref, oui. De l'eau et du grain, bon, voilà, c'est ça, pardon. Bref, gros, l'agouti, il ne faut pas parler de lui, parce que l'agouti, c'est l'espèce qui supporte le mieux l'homme et la chasse. Donc là, pourquoi il y a des agoutis aux îles du Salut et sur le campus agronomique de Kourou? C'est parce que l'agouti est hyper anthropophile, j'ai envie de dire, par rapport à l'accouchi, par exemple. Donc l'agouti, ce n'est pas le bon disperseur à dire pour traiter de la chasse, parce que lui, il résiste à la chasse, en fait. Donc, Pour les perroquets, je ne sais pas, par contre. Et voilà, c'est une réflexion là-dessus. L'agouti, c'est un peu le contre-exemple au niveau de la faune impactée. Où il profite de la place laissée par les autres. ok. Pas, Mais c'est en fait ouais, historiquement dans les publications sur l'angélique, l'agouti est souvent cité en fait comme potentiel disperseur secondaire. Mais en fait, enfin, je devrais le préciser en fait quand je présente, c'est que bah, l'agouti est connu pour poser ses graines quelque part et faire un travail d'écureuil.
Et c'est pas lui qui va disperser des graines à 200, 300 mètres de distance de l'arbre mère, quoi. Donc, c'est effectivement la théorie, je pense que ouais, la théorie des perroquets, comme vous avez observé pendant les prélèvements, des graines qui sont toutes mangées, je pense que ça paraît cohérent. Il reste juste à. Oui, le perroquet. Ouais. Non, mais c'était marrant parce qu'à à cette époque-là, quand vous étiez en train de faire les prélèvements, moi j'étais en train de faire mes analyses, faire mes théories et tout. Et je commençais à penser à ça. Et à chaque fois que je voyais Nicolas, il disait ouais, non, ça marche pas. Il y en a qui sont mangés et tout. Et j'étais ah, mais c'est cohérent avec ce que je trouve. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non? Ok. Bon, bah, je vous